Un homme est coincé dans les embouteillages avec son fils et parle nerveusement au téléphone, essayant désespérément de convaincre quelqu'un de prendre son enfant pour le week-end. Pendant ce temps, le garçon joue avec son jouet en observant les rues autour d'eux, lorsqu'il remarque soudain que des objets commencent à léviter dans les airs. L'homme le voit aussi et tous deux sortent de la voiture. En levant les yeux vers le ciel avec les autres passants, ils sont horrifiés de voir un monstre gigantesque aspirer littéralement des maisons dans son corps. Quelques instants plus tard, d'énormes insectes commencent à tomber du ciel. Pris de panique, les gens tentent de fuir, mais les créatures attrapent les plus malchanceux et les déchirent en morceaux. L'homme saisit son fils et tente de s'échapper, mais après un nouvel effondrement, le garçon se retrouve coincé sous un amas de béton. Le père essaie de tirer fait hors des décombres, mais au dernier moment, il détourne le regard, retire sa main et disparaît du champ de vision de son fils. Terrifié, l'enfant se met à pleurer et à appeler son père. À cet instant, un jeune homme se réveille en sursaut. Il se souvient que 20 ans plus tôt, le jour où le monstre est apparu sur Terre, son père l'a abandonné. La créature a détruit la civilisation, mais les survivants ont trouvé une solution et construit des villes souterraines. Depuis toutes ces années, l'humanité lutte désespérément contre les insectes, espérant un jour les vaincre. Le colosse émerge parfois près de la surface, et les humains tentent de profiter de l'occasion pour l'attaquer avec un canon électromagnétique. Fait, comme beaucoup de jeunes, éteints, flyers, il se rend à la surface et en rapporte divers objets. En se levant, il se lave et écoute les informations où l'armée promet une action rapide contre le monstre, promesse auquel Fait ne croit pas et dont il se moque. À ce moment-là, on frappe à la porte, en s'approchant, il entend Chacha exiger qu'il ouvre et règle une dette. Sans trop réfléchir, il promet bruyamment de le faire, mais commence aussitôt à préparer sa fuite. Il s'habille à la hâte, sort par la fenêtre et descend dans la rue, où il découvre avec surprise que la voiture de la jeune fille est garée juste derrière lui. Comprenant qu'il ne pourra pas s'en débarrasser facilement, il lui montre un sac à dos rempli d'objets rapportés de la surface et promet de tout lui donner après les avoir vendus, mais elle ne lui fait pas confiance et décide de l'accompagner pour s'assurer qu'il ne la trompera pas encore. En chemin vers l'acheteur, elle propose une alternative, il pourrait oublier la dette et l'emmener à la surface. Elle n'y est jamais allée et veut voir les ruines, mais il refuse, avertissant que c'est extrêmement dangereux, que des coléoptères géants dans énormes rôdent partout et que le colosse apparaîtra bientôt. À ce moment précis, une annonce retentit dans toute la ville, aujourd'hui, une attaque sera lancée depuis la station chaîne contre le colosse, l'énergie provenant de toutes les stations magnétiques souterraines, offrant enfin à l'humanité une chance de vaincre le monstre. En entendant cela, les habitants exultent, le projet est en développement depuis 8 ans et le jour est enfin arrivé. En marchant dans les rues, Chacha imagine avec excitation la montée à la surface après la victoire, l'herbe, les pandas et la lumière du soleil, mais fait brise ses rêves en expliquant que l'atmosphère de la surface est désormais saturée de smog, qu'il n'y a plus de soleil et que l'air est empoisonné, et que même si le colosse est vaincu, les flyers se retrouveront sans travail. Poursuivant leur discussion, ils arrivent à destination, Fait laisse Chacha devant le café et entre à l'intérieur, où il trouve le patron J en train d'essayer de manger avec sa main d'acier. Surpris par le salut enthousiaste de Fait, celui-ci annonce qu'il a apporté de nouveaux objets, mais l'accueil est glacial, deux gardes s'emparent de lui et, sur ordre de Zo, le menacent. Soudain, une petite fille, la fille de Zo, entre en pleurant, bouleversée parce qu'elle a un concert important aujourd'hui et que le chaos a ruiné son apparence. Après l'avoir calmé et lui avoir promis d'assister à son concert, J explique à Fait pourquoi il est furieux. Récemment, Fait lui a vendu du chewing-gum de la surface que la fillette a mâché, provoquant un problème sur son visage. Tentant de raisonner avec lui, Fait rappelle que le chewing-gum a 20 ans et a pu tourner, mais J reste inflexible et déterminé à se venger. Cherchant une issue, Fait élabore un plan, il convainc J qu'il a trouvé un objet unique à la surface spécialement pour lui, puis sort un coléoptère en jouet de son sac et le lance sur le patron. Profitant du chaos, il s'échappe aussitôt. Lorsque J et les gardes réalisent qu'ils ont été dupés, ils se lancent à sa poursuite, Fait parvient à s'enfuir et grimpe sur le toit d'un immeuble, où il trouve les hommes de Zo qui l'attendent. Acculé, il tente de négocier, mais ils sont implacables, reculant jusqu'au bord, il finit par sauter. Les hommes terrifiés accourent et voient Fait leur faire signe avec audace, allongé sur le toit d'une voiture volante. En montant dans le cockpit, Fait gronde Chacha pour avoir mis trop de temps à venir l'aider, mais elle ignore ses reproches, ravie qu'il s'apprête enfin à voler vers la surface, puisqu'elle l'a sauvé et qu'il lui doit désormais quelque chose. Pendant ce temps, Ju et ses assistants observent le jeune homme s'éloigner avec frustration, comprenant qu'ils sont sur le point de le perdre, le patron se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, Fait et Chacha s'approchent de la sortie menant à la surface lorsqu'une annonce retentit dans toute la ville, signalant qu'un objet s'approche de la planète. Soudain, la jeune fille remarque qu'ils sont poursuivis et confie le contrôle du véhicule à Fait. En s'élançant vers la surface, elle contemple avec émerveillement les ruines, mais sa joie est de courte durée, en moins d'une minute, un énorme coléoptère s'écrase sur leur voiture. Terrifiée, elle s'agrippe à son ami, l'empêchant de manœuvrer correctement, mais il parvient malgré tout à projeter la créature contre un mur. Au même moment, la voiture de Zo est attaquée par les insectes qui, un à un, arrachent ses hommes et les dévorent, laissant le chef paralysé par la peur, incapable de réagir. Fait assiste au chaos et décide d'aider, au dernier instant, il récupère un homme qui saute du véhicule et l'entraîne dans le sien, mais au lieu de remerciements, il n'entend que des reproches. Leur dispute est brutalement interrompue lorsque Chacha perd le contrôle de la voiture,
qui plonge à une vitesse folle et s'écrase à l'intérieur d'un bâtiment, obligeant le groupe à sortir pour évaluer la situation. Chacha s'excuse abondamment, avouant qu'elle ne maîtrise pas encore la conduite, et comprenant qu'il est trop dangereux de rester à la surface, les hommes partent reconnaître les environs pendant qu'elle tente de réparer la voiture. Ils entendent soudain un bruit étrange qui s'avère n'être qu'un chat, mais presque aussitôt après, ils aperçoivent un monstre s'approcher derrière Chacha. Ju lui lance alors une dalle de béton avec sa main d'acier, le désorientant brièvement et offrant à tous une chance de s'enfuir. La créature ne renonce pas pour autant et se lance à leur poursuite, alors qu'elle s'apprête à attaquer, une unité des forces spéciales surgit par les fenêtres et ouvre le feu, parvenant après une lutte intense à maîtriser le monstre et à sauver le groupe, qu'elle emmène en lieu sûr. Pendant ce temps, au quartier général, les préparatifs d'une frappe se poursuivent et le commandant apprend que certaines stations ont cessé d'émettre. Sans hésiter, il ordonne l'envoi d'une équipe pour enquêter, et la perte soudaine de contact avec la station de Chandu le pousse à dépêcher l'escouade Black Falcon. De retour avec cette unité, ils conduisent le groupe dans leur repère, une ancienne salle de concert, où John Lynn leur apprend qu'elle n'a pas réussi à réparer le véhicule militaire, tandis que Chacha contemple la taille impressionnante de la salle. Son enthousiasme est interrompu par le capitaine de l'escouade qui exige de savoir comment ils ont atteint la surface, et J lâche maladroitement qu'ils sont arrivés en voiture volante. L'armée demande alors des pièces d'identité pour vérifier qui ils sont. À contre-cœur, ils obéissent et découvrent qu'il s'agit bien de l'escouade Black Falcon affectée à la station de Chandu. Pour la mission, un véhicule est indispensable et la situation est urgente, sans possibilité de négociation, ils devront donc voyager ensemble. Fait proteste en affirmant que la voiture lui appartient et qu'il ne veut aller nulle part, mais l'escouade l'ignore. Lorsqu'ils atteignent le bâtiment où le véhicule est stationné, ils montent à bord sans savoir qu'un autre passager s'est joint à eux. En route vers Chandu, les amis discutent d'un plan. Ju propose de profiter du moment pour prendre des parachutes et sauter du véhicule, car étant des flyers, ils seraient arrêtés s'ils retournaient en ville, mais la jeune fille s'y oppose fermement, jugeant cela bien trop dangereux. Leur conversation à voix basse attire l'attention de soldats proches qui leur ordonnent de rester immobiles, et c'est alors que le chef découvre un insecte à l'intérieur du véhicule. La panique éclate, mais les soldats les plus calmes parviennent à le détruire. Soudain, le véhicule commence à s'élever brusquement et tout le monde comprend qu'un géant est apparu au-dessus d'eux et tente de les aspirer. Chacha suggère de surcharger le système pour libérer toute l'énergie d'un coup afin de leur donner l'impulsion nécessaire pour s'échapper. Tandis que l'escouade enfile ses parachutes et se prépare à sauter, la jeune fille relie les câbles, et sous une poussée fulgurante, le véhicule se libère de l'emprise du monstre avant d'exploser après un court vol. L'équipe s'écrase lourdement au sol et, après avoir vérifié que tout le monde va bien, avance prudemment à pied en repoussant les attaques des Kunzi, jusqu'à tomber sur un essaim entier d'insectes. Comprenant qu'ils sont encerclés, ils n'ont d'autre choix que de se frayer un chemin par la force. Le capitaine repère une entrée de métro à proximité et ordonne à ses hommes ainsi qu'aux civils de s'y réfugier, mais alors qu'ils s'en approchent, un monstre gigantesque surgit de sous la glace, et John se précipite pour défendre le groupe, sans y parvenir. Voyant qu'une créature s'apprête à les attraper, fait pousse Chacha sur le côté. Les soldats accourent pour aider, au prix de la vie de l'un des leurs, ils parviennent à échapper à l'insecte et à se réfugier dans le métro. Pendant ce temps, le quartier général signale que l'entité est apparue près de la station de Chandu, alors que les calculs indiquaient qu'elle aurait dû surgir près de Chêne. Le commandant demande des coordonnées précises et ordonne la poursuite de la surveillance. De retour à leur base temporaire, Lugan réprimande les amis en affirmant que sans leurs actions, Wu serait encore en vie, puis il reproche à John Lynn d'avoir perdu la mallette cruciale qui lui avait été confiée, déclarant que toutes ses erreurs ont coûté la vie à son frère. Le capitaine interrompt Lugan en lui rappelant que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour se disputer, et voyant fait bouleversé, il rassure le jeune homme en lui disant qu'il n'est pas responsable de la mort du soldat, car tous connaissaient les risques et savaient que les pertes étaient inévitables. Se tournant vers John Lynn, le capitaine lui remet l'appareil appartenant au soldat décédé et lui demande de le remettre à sa famille, car il contient tous les enregistrements destinés à son jeune fils, une promesse de lui montrer Chandu un jour, des vœux d'anniversaire, un choix de cadeaux, des excuses pour avoir manqué son enfance et un serment de rentrer à la maison. En écoutant ces messages, l'escouade devient silencieuse et songe à sa propre vie. Brisant cette mélancolie, J demande quand ils rentreront enfin chez eux, car sa fille l'attend, elle a aujourd'hui un concours de chant et il ne peut pas le manquer. Le capitaine décide qu'il est temps d'avancer et ordonne à tout le monde de rester sur place pendant qu'il monte à la surface pour reconnaître le terrain, mais fait l'arrête après quelques pas, insistant pour savoir ce qui était si important dans la mallette pour laquelle Wu a donné sa vie. Le capitaine explique qu'elle contient la clé permettant d'activer la station nodale, que la communication avec Chandu a été coupée et qu'il est crucial d'y parvenir, car pour garantir le succès, toutes les stations doivent participer et la perte d'une seule mettrait en péril l'ensemble du projet. À ce moment-là, la radio grésille et une voix paniquée annonce que Chandu est attaqué et a besoin d'une aide immédiate. Après une brève hésitation, le capitaine ordonne à l'escouade de se diriger vers la station, soulignant que la présence de Kun ici n'est pas un hasard et qu'ils doivent la protéger. John est d'accord, mais suggère de trouver un itinéraire alternatif, car la surface grouille de Kunzi et ils ne peuvent pas se frayer un chemin par la force. Fait se porte volontaire pour les guider, connaissant un passage secret réservé aux flyers, et sans hésiter, l'équipe le suit en descendant dans le métro. Le groupe débouche dans un tunnel et, en regardant autour de lui, la frustration s'installe, car 2 heures se sont écoulées et ils n'ont toujours pas atteint la station, jusqu'à ce que Fé découvre un passage latéral et leur dise qu'ils sont presque arrivés à la cité souterraine de Chandu.
Avançant prudemment, l'escouade entend un bruit, puis soudain un dard d'insectes transperce la paroi du tunnel, provoquant la panique, et alors que tous se précipitent en avant, le sol s'effondre sous leurs pieds au détour d'un virage. Pendant ce temps, le quartier général reçoit de nouvelles données, le radar ne détectant que des Kunzi en surface, tandis que sous terre, près de Chandu, leur nombre est bien supérieur aux prévisions, et ils découvrent également que toute communication avec les villes de Chandu a été perdue à cause de l'attaque. Ce qui fait comprendre au commandant que les monstres ont infiltré le sous-sol. Se remettant de la chute, l'escouade réalise qu'elle est arrivée en ville, mais à son horreur, il ne reste que des ruines, car les monstres ont appris à localiser les colonies souterraines. Malgré ces sombres nouvelles, le quartier général tente désespérément de contacter la station de Chandu, sans obtenir de réponse. Pendant ce temps, l'équipe progresse à travers les ruines, découvrant des maisons détruites, les corps de personnes ayant tenté de défendre leur foyer et ceux d'enfants innocents sans vie, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un soldat encore vivant qui leur fait signer, avant de mourir, leur raconte l'attaque. À cet instant, la radio du soldat décédé grésille et quelqu'un essaie de joindre la station de Chandu, si bien que le capitaine saisit l'appareil et répond en annonçant que Black Falcon est arrivé à Chandu. Le commandant transmet aussitôt une nouvelle information, selon leurs données, un géant apparaîtra au-dessus de la station dans exactement 30 minutes, et ils doivent s'y rendre et tout préparer pour la frappe décisive. Se redressant, le capitaine ordonne à toute son escouade d'atteindre la station à tout prix, mais alors qu'ils avancent parmi les ruines, ils sentent soudain un mouvement, des débris se déplacent, une partie de la structure s'effondre et MF ainsi que le capitaine chute avec elle. Après s'être assuré que personne n'est blessé, le capitaine propose de se séparer, car deux chemins mènent à la station, l'un par le haut et l'autre par le bas, et puisqu'ils sont tombés, ils choisissent la voie inférieure, prévoyant de retrouver les autres au point final. Une fois les autres partis, fait demande au capitaine pourquoi il continue de le sauver, et celui-ci répond qu'un soldat n'abandonne jamais un civil, avant de lui demander s'il est déjà allé à Shanghai et de l'interroger sur ses parents, mais Fait refuse de répondre, tandis qu'à ce moment précis, un insecte pousse un cri strident au-dessus d'eux. Pendant ce temps, le reste de l'escouade atteint les portes de la station, inquiet d'être arrivé avant MF, mais Lugan les rassure en affirmant que le capitaine protégera le jeune homme, alors qu'à la surface, le capitaine lutte désespérément contre les Kunzi, sans qu'aucune de ses tentatives n'aboutisse. Courant jusqu'au bord d'un immeuble, ils comprennent qu'ils vont devoir sauter. Le capitaine attrape Fait par le col, le projette par-dessus le vide et saute à sa suite. Le monstre bondit après eux, mais heureusement n'atteint pas les humains et s'écrase en contrebas. John Lin vérifie l'intégrité de la station et découvre qu'il n'y a plus d'électricité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas ouvrir les portes de l'installation de lancement. Chacha remarque qu'un des câbles a brûlé et commence les réparations, mais à ce moment-là les insectes repèrent l'escouade et attaquent, elle envoie John Lin et des Lugans pendant qu'elle continue à rétablir le courant. Pendant ce temps, le capitaine et Moffat escaladent un immeuble élevé qui commence soudain à s'effondrer, Fait chute mais rassemble toutes ses forces, s'agrippe et parvient à remonter jusqu'au sommet. Au milieu des tirs des soldats repoussant les insectes, Chacha travaille à restaurer l'électricité et, après plusieurs efforts, y parvient, demandant à J d'actionner l'interrupteur. Dès qu'il saisit le levier, il retire aussitôt sa main, sous une tension énorme, dissimulant la brûlure sur sa paume, puis utilise sa main d'acier pour maintenir le levier malgré la douleur et rétablir le courant. Pensant avoir réussi, la jeune fille sort de la salle de contrôle et appelle J, mais au moment où il lâche l'interrupteur, l'électricité retombe. À cet instant, le capitaine et Moffat rejoignent enfin les autres et sauvent Lugan, renversé par un insecte, et l'équipe unie repousse les monstres ensemble. Constatant la gravité de la situation et comprenant qu'ils ne tiendront pas longtemps, Ju décide de se sacrifier, chasse Chacha hors de la pièce et verrouille la porte derrière elle, car seule sa main d'acier peut supporter la tension et offrir aux autres une chance de fuir. Comprenant son intention, Fait tente de l'arrêter en lui rappelant sa fille, mais J a déjà pris sa décision et confie la jeune fille à Fait, qui devra désormais la protéger. Agrippant le levier, J endure une douleur atroce pour activer les portes, tandis que l'escouade commence à se replier vers la sortie. À un moment, Lugan est blessé, John Lin se précipite vers lui mais il lui ordonne de partir, affirmant qu'il couvrira leur retraite. Car atteindre les portes de la station et accomplir la mission est leur seule priorité. Horrifiés par leur perte, les membres survivants franchissent les portes, tandis que Ju, à l'agonie, pense à sa fille, à son chant et à la promesse d'assister à son concert, s'excusant de l'avoir rompu. À travers les portes qui se ferment, John Lin jette un dernier regard à son ami. Et l'instant d'après Lugan fait exploser les charges qu'il tient, annihilant tous les insectes alentour. Une fois en sécurité, Moffat frappe désespérément les portes, incapable de croire que Ju s'est sacrifié pour les sauver, tandis que les autres pleurent chacun leur propre perte. Soudain, ils entendent la voix de Kun et lèvent la tête pour voir le monstre flotter juste au-dessus de la station. Presque aussitôt, le quartier général intervient d'un ton calme, annonçant qu'une frappe est nécessaire et qu'elle doit avoir lieu avant que la créature ne se reproduise. Toutes les stations du monde devant canaliser leur énergie vers eux, car le destin de l'humanité repose désormais entre leurs mains. Sans perdre de temps, l'équipe entame les préparatifs et des stations du monde entier confirment qu'elles sont prêtes à transmettre l'énergie. Pendant ce temps, tous les habitants des villes souterraines sont informés de la frappe imminente. Il est confirmé que les Kun peuvent creuser sous terre et chaque cité doit donc passer en alerte maximale. Le coup fatal devant partir de la station magnétique de Chandu, alimentée par l'énergie de stations du monde entier, et bien que l'attaque comporte
des risques imprévisibles, les gens doivent croire en son succès, ces mots éveillant à la fois la peur et l'espoir, laissant chacun anxieux mais avide de découvrir ce que l'avenir réserve. En insérant la clé, l'équipe configure le lanceur et informe le quartier général qu'elle est prête, et presque instantanément les autres stations confirment le début de la transmission d'énergie. Alors que l'énergie afflue vers le lanceur, un compte à rebours commence et, lorsqu'il atteint 0, le colosse est à portée de tir et le capitaine appuie sur le bouton de lancement. Un immense rayon magnétique jaillit, déchirant le ventre du monstre, et tous retiennent leur souffle, mais quelque chose tourne mal. John Lynn comprend que la station de Chandu n'était pas censée être le point d'impact, car la charge est bien trop puissante pour elle. Le quartier général ordonne immédiatement un nouveau tir, mais l'équipe signale que le canon est endommagé au-delà de toute réparation. En entendant cela, le commandant demande une liaison avec toutes les villes souterraines et, avec un profond regret, annonce que la frappe électromagnétique n'a pas tué le monstre. Désormais, toutes les cités souterraines doivent activer le plan de défense électromagnétique contre Khun et suivre les instructions militaires. La panique éclate dans les villes, les parents se précipitent pour récupérer leurs enfants à l'école, la fille de Zo attend son père tandis qu'une enseignante la réconforte en lui promettant qu'il viendra, et les habitants commencent à faire ce pourquoi ils n'avaient jamais eu le temps auparavant. Appeler leurs proches et serrer leur famille dans leurs bras. À la station de Chandu, Moe et Chacha refusent d'accepter la fin, elle confie qu'elle vient du Sichuan et qu'elle n'a jamais vu de panda, mais que cela n'a plus d'importance puisqu'elle est montée à la surface. John Lynn avoue qu'après la victoire, elle voulait rendre visite à sa mère pour lui dire que sa fille venait de sauver la Terre. En écoutant ses amis, le capitaine confesse que dans toute sa vie, il ne regrette qu'une seule chose, se remémorant les événements d'il y a 20 ans, le jour où le géant est descendu sur Terre, lorsqu'il était blessé et a vu un homme tenter de sauver son fils fait des décombres, mais qui, en voyant l'énorme créature, a choisi de se sacrifier pour son enfant, prenant des explosifs à un soldat, chargeant le monstre et se faisant exploser. Le capitaine s'est toujours considéré comme un lâche pour avoir laissé un civil encaisser le coup, et même s'il a reçu une médaille après la guerre, il ne l'a jamais jugée méritée, car elle appartenait de droit au père de Shen Fei, qu'il a tenté de retrouver pour lui remettre la médaille sans jamais y parvenir. En entendant cette histoire, Moffet révèle qu'il est effectivement Shen Fei, ce qui ne surprend pas le capitaine qui l'avait compris depuis longtemps, et il lui remet la médaille. En l'apprenant, Moffet se remémore douloureusement son enfance, ayant toujours cru que son père ne l'aimait pas, qu'il était trop pris par son travail et toujours critique, et qu'il l'avait donc abandonné dans les ruines, jusqu'au jour où son père lui a offert un jouet, le roi singe. Et il comprend désormais que son père ne l'a pas abandonné mais s'est sacrifié pour lui. Malgré la guerre, Fei a conservé le jouet, et en le tenant avec la médaille, il élabore un plan audacieux, car l'énergie s'accumule dans la clé magnétique et sera tirée par le canon, et si l'engin volant atteint la bonne altitude, la clé pourra être lancée directement dans la bouche de Khun, ce qui tuerait le monstre et sauverait l'humanité, et en tant que meilleur pilote, il peut y parvenir. Le capitaine transmet immédiatement le plan au quartier général, qui calcule et se rend compte qu'il n'y a pas assez d'énergie, et que pour que cela fonctionne, il faudrait désactiver les défenses des villes, une décision qu'ils ne peuvent pas autoriser, information transmise aussitôt à l'équipe. En entendant cela, Moe demande la parole et insiste sur le fait que les gens doivent avoir le choix, qu'ils doivent décider eux-mêmes s'ils veulent désactiver les défenses, car s'ils choisissent cette mince chance, tout n'est pas encore perdu. Après un court moment de réflexion, le commandant accorde à Fei une liaison avec tous les habitants souterrains, et celui-ci explique son plan et implore leur aide, précisant que le succès n'est pas garanti mais qu'il s'agit du dernier espoir, et que l'avenir des générations futures dépend d'eux. Car pour les enfants qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, la surface n'est pas des ruines mais un avenir. Beaucoup ont déjà sacrifié leur vie, certains ne reverront jamais leur fils, d'autres n'assisteront jamais au concert de leur fille, et d'autres encore ont défendu leurs camarades, mais tous ont donné de l'espoir. Pendant le discours de Fei, le capitaine sort devant les portes de la station, prêt pour le combat final, tandis que les femmes terminent les derniers réglages pour préparer la station à recevoir l'énergie. Pendant ce temps, le quartier général et la station constatent que les paroles du garçon n'ont d'abord que peu d'effet, l'énergie ne circule pas, puis, un à un, les habitants commencent à désactiver les défenses chez eux, et les villes rejoignent progressivement le transfert d'énergie dans la lutte pour leur avenir. Alors que la clé se charge, Chacha lui fabrique un support et Fei se prépare pour la mission, et avant de le laisser partir, les femmes lui disent adieu en lui arrachant la promesse qu'il reviendra, même si elles en doutent. Après les adieux, il se lance dans sa dernière tâche, tandis que le capitaine tient la ligne pour protéger l'entrée de la station et gagner du temps pour Fei, puis, en le voyant décoller, il se sacrifie en faisant exploser les insectes avec lui. En s'envolant depuis la station et en évitant les rochers dans le ciel, Fei s'approche de la gueule du monstre, tandis que sous terre, tous attendent leur sort avec terreur, et grimpant au sommet de son véhicule, Fei s'approche puis, avec une précision parfaite, lance la clé dans sa bouche. L'explosion qui s'ensuit déchiquetant le monstre. En le voyant mourir, Fei n'a pas le temps de s'échapper et l'onde de choc engloutit son engin, mais une fois le géant mort, tous les cônes à travers le monde périssent, les défenses des villes se réactivent et les habitants réalisent qu'ils ont gagné, à l'exception de Chacha qui sait que la victoire a eu un prix immense. Plus tard, tandis que les gens se rassemblent pour retourner à la surface, Chacha rencontre John Lynn, elle se salue chaleureusement, puis Chacha se rend chez son ami tombé au combat et, les larmes aux yeux, sourit en voyant une voiture apparaître soudainement devant elle, à l'intérieur de laquelle se trouve Moffet qui lui fait joyeusement signe, tandis qu'elle regarde le véhicule s'élever dans le ciel.